Salut à tous, je m'appelle Nolan. J'ai 32 ans. C'était un dimanche, l'un de ces soirs d'automne d'une beauté trompeuse où l'air est vif et le ciel d'un orange peint brillant. Je me souviens de ce ciel. Je me souviens avoir pensé que c'était un bon présage. Je me dirigeais vers la maison de mes parents pour notre dîner hebdomadaire. Une tradition qui avait dernièrement commencé à ressembler moins à une réunion de famille qu'à une convocation au tribunal. Mais cette fois, j'étais déterminé à ce que ce soit différent. Sur mon siège passager, soigneusement bouclé, se trouvait une bouteille de vin qui coûtait plus cher que le premier paiement de ma voiture et une lasagne maison qui m'avait pris la meilleure partie de l'après-midi à préparer. C'était le plat préféré de ma mère. Ce n'était pas juste de la nourriture. C'était une offrande de paix. Les derniers mois avaient été tendus, remplis de la statique habituelle des drames familiaux. La plupart tournant autour de mon frère aîné, Ethan. Sa nouvelle entreprise révolutionnaire. Une autre d'une longue lignée, avait besoin de plus d'argent, et tous les regards, comme d'habitude, s'étaient tournés vers moi. J'avais hésité cette fois, et cette hésitation avait créé un fossé. Alors, je suis entré ce soir-là avec un sourire que je ne ressentais pas tout à fait, tenant la lasagne comme un bouclier. Ça sent bon ici, ai-je dit à une pièce qui ne semblait pas remarquer mon arrivée. Ma mère, Eleanor, a fait un petit signe de tête sec depuis la cuisine. Mon père, Richard, a grogné derrière son journal et Ethan. Ethan a juste eu un sourire narquois depuis son trône au bout de la table, faisant défiler son téléphone. Sa petite amie, Sarah, m'a fait un faible sourire d'excuse. Le dîner a été servi et ma lasagne a été placée à l'autre bout de la table, intacte. Au lieu de cela, ils se sont passés le poulet rôti acheté en magasin que ma mère avait préparé. La conversation a coulé autour de moi, à travers moi, mais jamais jusqu'à moi. Ils ont parlé de tout et de rien. Des décorations de pelouse kitsch d'un voisin, du swing de golf de mon père, et puis de l'événement principal, la réunion de famille annuelle. Ils ont discuté des dates, des lieux, de qui apporterait quoi, le tout avec une excitation contagieuse à laquelle je ne semblais pas pouvoir accéder. C'était comme regarder un film dans une langue que je ne comprenais pas. J'ai attendu une pause, un moment pour intervenir. Finalement, je me suis raclé la gorge. Le son était anormalement fort dans le silence soudain. Dites-moi juste quand est la réunion, ai-je dit, en essayant de garder ma voix légère. Je réserverai mon vol tôt cette fois. Évitez la flambée des prix. Le silence qui a suivi était lourd, tangible. Mon père a lentement baissé son journal. Ma mère s'est figée, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Ethan a levé les yeux de son téléphone, un lent et cruel sourire s'étalant sur son visage. Il s'est adossé à sa chaise, l'image de l'arrogance. Tu ne fais pas partie de la famille, Nolan, a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'un mépris désinvolte. Ne viens pas, pendant une seconde, j'ai cru que c'était une blague. Une blague horriblement méchante, mais quand même une blague. Puis le rire a commencé. Ce n'était pas seulement Ethan. Mon père a gloussé, un son grave et grondant. Ma mère a laissé échapper un rire étouffé derrière sa main. Même Sarah, à mon grand choc, a gloussé nerveusement. Toute la table a éclaté de rire. À mes dépens. Ils se moquaient de moi. La pièce a basculé. L'air s'est épaissi. Chaque once d'espoir avec laquelle j'étais entré s'est évaporée, laissant derrière elle une pierre froide et dure dans mon estomac. Ethan a vu mon visage et a levé les yeux au ciel. Oh, allez, Nolan. Tu ne peux pas prendre une blague. Mais ce n'était pas une blague. C'était la vérité dite à voix haute pour la première fois. Je me suis levé. Ma chaise a raclé contre le parquet. Le seul son maintenant, à part le rire mourant. Je n'ai pas dit un mot. Je suis allé au bout de la table, j'ai pris ma lasagne encore chaude et je me suis tourné vers la porte. Nolan, attends, a commencé ma mère, sa voix empreinte de cette fausse préoccupation que je connaissais si bien. Je n'ai pas attendu. Je suis sorti par la porte d'entrée, la fermant doucement derrière moi. Je ne l'ai pas claqué. Je n'ai pas crié. Je suis juste parti. En partant, je n'ai pas pleuré. J'ai juste ressenti un vide profond et glacial. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Un verrou dont je ne savais même pas qu'il existait s'est finalement refermé. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Une décision calme et simple. Étage 4 jours plus tard, quand leur monde a commencé à s'effondrer,
mon silence est devenu la réponse la plus puissante que j'aurais jamais pu donner. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas simplement ignoré cela comme une blague, vous devez comprendre mon rôle dans la famille. Je n'étais pas le fils. J'étais le dépanneur, le réparateur, le distributeur automatique humain. Toute ma vie avait été une leçon de maître pour être le second. Une ombre projetée par la lumière vive et aveuglante de mon frère aîné, Ethan. Il était l'enfant en or et j'étais juste Nolan. Ça a commencé jeune. Je me souviens de mon 10e anniversaire. J'avais supplié pour un nouveau vélo, un BMX bleu spécifique que j'avais vu dans un catalogue. J'en ai rêvé pendant des mois. Ce matin-là, je suis descendu en courant pour trouver un petit cadeau maladroitement emballé sur la table. C'était un livre. Un beau livre, bien sûr, mais pas un vélo. On est un peu serré cette année, champion, avait dit mon père en me décoiffant. Peut-être l'année prochaine. J'ai hoché la tête, essayant de cacher la piqûre de la déception. 2 mois plus tard, c'était le 12e anniversaire d'Ethan. Il n'avait rien demandé de spécifique, mais dans l'allée se trouvait un tout nouveau VTT haut de gamme, bien plus cher que le BMX que j'avais voulu. Que le meilleur pour mon futur champion, avait lancé mon père en tapant sur le dos d'Ethan. Quand j'ai regardé ma mère, elle m'a juste fait un petit haussement d'épaule triste qui disait « c'est comme ça ». Et c'était comme ça. Quand Ethan a voulu rejoindre l'équipe de hockey itinérante, mes parents ont payé les frais exorbitants sans une seconde d'hésitation. Quand j'ai voulu rejoindre le club d'informatique de l'école, qui coûtait une fraction du prix, on m'a dit de trouver un travail et de payer mes propres passe-temps. Alors, je l'ai fait. J'ai eu un itinéraire de journaux. Quand Ethan a accidenté sa première voiture, un cadeau de 16 ans de nos parents, c'est moi qui ai dû vendre ma propre modeste voiture. Celle que j'avais achetée avec 2 ans d'économie de cet itinéraire de journaux et un travail le week-end, pour aider à couvrir les dommages parce que son assurance avait expiré. Tu es un bon frère, Nolan, avait dit ma mère en me serrant fort. La famille est de la famille. Mais j'ai remarqué que la famille ne semblait jamais couler que dans une seule direction. Le schéma était établi. Ethan était celui qui avait le potentiel, le charisme. Il allait faire de grandes choses. J'étais le silencieux, le responsable, celui qui avait de bonnes notes, qui est allé à l'université avec une bourse parce que je ne voulais pas les accabler, et qui a obtenu un emploi stable d'ingénieur logiciel dès la sortie de l'école. Mes succès étaient discrets, attendus. Les échecs d'Ethan étaient bruyants, dramatiques, et toujours la faute de quelqu'un d'autre à réparer, généralement la mienne. C'est moi qui ai co-signé son premier bail d'appartement parce que son crédit était fichu. C'est moi qui ai payé sa facture de téléphone portable pendant 6 mois quand il a oublié. Quand il a décidé d'abandonner l'université pour se trouver, c'est moi qui lui ai envoyé de l'argent pour son voyage en sac à dos à travers l'Europe. Chaque fois, ma mère m'appelait, sa voix un murmure doux et manipulateur. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre sur pied, chérie. Tu es si stable. Il t'admire. Mais il ne m'admirait pas. Il me méprisait. Il me voyait comme une ressource, un filet de sécurité avec un portefeuille attaché. Le pire, c'est que pendant des années, je l'ai laissé faire. Je désirais si désespérément leur approbation que j'étais prêt à payer pour l'obtenir. Littéralement. Je pensais que si je résolvais un problème de plus, payais une facture de plus, le sauvais une fois de plus, alors un jour il se tournerait vers moi et dirait « Merci, Nolan. Nous te voyons. Nous t'apprécions. » Ce jour n'est jamais venu. Au lieu de cela, ce qui est venu, c'est un dîner du dimanche où ma propre famille a ri alors que mon frère déclarait que je n'étais pas l'un d'eux. Et en rentrant chez moi ce soir-là, la lasagne froide sur mon siège passager, j'ai enfin compris. Je n'étais pas invisible parce qu'il ne pouvait pas me voir. J'étais invisible parce qu'il choisissait de ne pas le faire. L'hémorragie financière s'était intensifiée au cours des 2 dernières années. Quand Ethan a décidé qu'il était destiné à être un entrepreneur technologique, il a eu une idée pour une nouvelle application révolutionnaire. Les détails étaient toujours vagues, pleins de mots à la mode comme « synergie »,« disruption » et « pénétration du marché ». Mais le seul détail qui était toujours limpide, c'est qu'il avait besoin d'argent. Mon argent. C'est devenu une routine. Mon téléphone sonnait tard dans la nuit, toujours après 22 heures. C'était une manœuvre calculée. Il savait que je serais en train de me détendre, ma garde baissée. Noli, mon pote, commençait-il, sa voix suintant d'un charme de vendeur. Il ne m'appelait, Noli,
que lorsqu'il voulait quelque chose. Comment va mon frère génial? Il posait des questions sur mon travail, feignant de s'intéresser à des projets qu'il ne comprenait pas. Il me faisait un compliment sur mon intelligence, sur la façon dont il avait toujours admiré mon éthique de travail. C'était l'entrée, conçue pour m'amadouer. Puis venait le plat principal. Alors écoute, on est sur le point de faire une percée majeure avec l'application, disait-il, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. On a un gros investisseur qui renifle, mais on a juste besoin d'un petit financement relais pour nous faire passer le prochain trimestre, juste pour couvrir les coûts des serveurs et garder les lumières allumées. On parle de changer la donne, Nolan. La première fois, je lui ai donné $5000 sans trop d'hésitation. C'était beaucoup d'argent, mais c'était mon frère. L'héritage de notre grand-père avait été partagé des années auparavant, Ethan ayant dilapidé sa part en moins d'1 an, donc je ressentais un sentiment de devoir déplacer. La deuxième fois, quelques mois plus tard, c'était $7000. Juste un petit contretemps avec un fournisseur, avait-il expliqué. Tu récupéreras tout, plus les intérêts, quand on clôturera ce tour. Bien sûr, le tour ne s'est jamais clôturé. Le « gros investisseur » était toujours sur le point d'arriver. Après l'appel d'Ethan, comme sur des roulettes, suivait celui de notre mère le lendemain. C'était le double coup de poing de leur système de manipulation. « Salut chérie », disait-elle, sa voix dégoulinant de préoccupation maternelle. J'ai parlé à Ethan hier soir. Il a l'air si stressé. Je m'inquiète pour lui. Elle parlait de la pression qu'il subissait, de la brillance de son idée, et de la façon dont c'était sa chance de finalement faire quelque chose de sa vie. Puis elle portait le coup de grâce. Tu sais, ton père et moi n'avons pas le genre d'économie que tu as. Tu as si bien réussi. Nous sommes tous si fiers. La famille doit être là les uns pour les autres dans les moments difficiles. Tu ne voudrais pas voir ton frère échouer, n'est-ce pas? Ça briserait ton père. C'était un voyage de culpabilité parfaitement conçu. Il me faisait me sentir égoïste d'hésiter, de vouloir protéger mon propre argent durement gagné. De l'argent que j'économisais pour un acompte sur une maison, un avenir à moi. Il faisait de ma stabilité une ressource appartenant à toute la famille, à puiser chaque fois qu'Ethan avait un nouveau rêve. La dernière fois qu'il avait appelé, environ un mois avant le fameux dîner, avait été différente. J'avais une date limite de projet majeur au travail et je ressentais la pression. Quand il a demandé $10 000 de plus, j'ai fait une pause. Ethan, j'ai besoin d'y réfléchir, avais-je dit. Les choses sont un peu serrées pour moi en ce moment aussi. Le charme a instantanément disparu de sa voix. Serré pour toi, a-t-il ricané. Tu gagnes un salaire énorme en restant assis dans un bureau toute la journée. Qu'est-ce que tu en fais même? Essaie de construire quelque chose à partir de rien pour changer. Quel frère tu es? Il m'avait raccroché au nez. L'appel de suivi de ma mère était encore plus pointu. Je suis tellement déçu de toi, Nolan. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu traites ton frère? Que avait-il fait pour moi? J'ai payé ma propre voix dans la vie depuis mon adolescence. Mais la culpabilité était une réponse conditionnée puissante. J'ai cédé. Je lui ai envoyé l'argent. Et en cliquant sur confirmer le virement bancaire, un goût amer et plein de ressentiment a rempli ma bouche. C'était le goût d'être utilisé. Dans les semaines qui ont précédé ce dernier dîner du dimanche, j'ai vécu dans un état d'exil auto-imposé. J'ai ignoré les textos d'Ethan, qui, comme on pouvait s'y attendre, étaient revenus à leur ton joyeux habituel maintenant que mon argent était sur son compte. J'ai laissé les appels de mes parents aller au répondeur. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de réfléchir. Le silence était assourdissant. Et dedans, j'ai commencé à entendre ma propre voix pour la première fois depuis longtemps. C'était une voix qui était fatiguée. Fatiguée des excuses, fatiguée de la manipulation, fatiguée d'être le fond d'urgence de la famille. C'est là que j'ai appelé Chloé. Elle est ma meilleure amie depuis l'université, une infirmière aux urgences pragmatiques qui peut diagnostiquer un problème à 1 kilomètre de distance. Que ce soit la maladie d'un patient ou le dysfonctionnement de ma famille. Je lui ai tout déballé au téléphone un soir, arpentant mon petit appartement, les appels tardifs, les voyages de culpabilité, les sommes d'argent toujours croissantes. Quand j'ai terminé, la ligne était silencieuse un moment. Alors, si je comprends bien, a-t-elle dit, sa voix dangereusement calme. Il te traite comme un portefeuille ambulant,
t'ignores à moins qu'ils aient besoin de quelque chose, et c'est toi qui te sens coupable? C'est plus compliqué que ça, ai-je marmonné, même si je savais que ce n'était pas le cas. Non, ça ne l'est pas, Nolan. C'est une dynamique toxique classique. Ils t'ont assigné un rôle et tu continues à le jouer. Tu es le responsable, ce qui dans leur langue signifie juste celui qui paie les erreurs du créatif. Tu dois arrêter. Je sais, mais c'est ma famille, ai-je dit, les mots semblant creux même pour moi. La famille ne te traite pas comme ça, a-t-elle répliqué. Ce sont des vampires financiers et tu es leur banque de sang préférée. Qu'est-ce que tu vas faire? La question est restée en suspens. Que allais-je faire? Une partie de moi voulait les couper complètement, changer de numéro et disparaître. Mais une autre partie, plus faible, s'accrochait encore à une lueur d'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, il pourrait changer, qu'il pourrait me voir pour qui j'étais. C'est là que j'ai eu l'idée de la lasagne de l'offrande de paix. Ça semble stupide maintenant. Je sais. Penser qu'un plat de pâtes pourrait réparer des années de dysfonctionnement enraciné. Mais pour moi, c'était un symbole. C'était moi, me présentant, faisant un effort, tendant une dernière branche d'olivier avant de relever le pont-levis pour de bon. Je vais au dîner du dimanche, ai-je dit à Chloé. Je vais apporter la lasagne préférée de ma mère et une bonne bouteille de vin. Je vais être agréable. Je vais leur donner une dernière chance d'être juste une famille normale. Chloé a soupiré à l'autre bout du fil. C'était un soupir lourd de la connaissance de 1000 conversations similaires. Nolan, s'il te plaît, ne te fais pas d'illusions. Protège ton cœur. D'accord, les gens comme ça, ils ne changent pas à moins d'y être forcés. J'aurais aimé écouter. J'aurais vraiment aimé. Mais je suis entré dans cette maison armée de vin et de fromage, espérant un cessez-le-feu, complètement non préparé au fait qu'ils étaient sur le point de lancer une attaque à grande échelle. Je pensais que j'offrais la paix, mais tout ce qu'ils ont vu, c'est une cible, et ils n'ont pas hésité à ouvrir le feu. Les premières 24 heures après le dîner ont été un brouillard de silence engourdi. Je n'ai pas répondu à mon téléphone, qui a explosé d'appels de ma mère. Les textos allaient de l'inquiétude feinte, Nolan, ça va? On s'inquiète, à la colère pure et simple, tu es incroyablement enfantin. Appelle-moi maintenant. Je les ai tous supprimés sans lire au-delà de la première ligne. Je suis allé au travail. J'ai assisté à des réunions. J'ai écrit du code. J'ai traversé les mouvements de ma vie, mais je me sentais déconnecté, comme si je regardais un film de l'existence de quelqu'un d'autre. Le rire à la table du dîner tournait en boucle dans ma tête, une bande-son cruelle à mes sentiments vidés. Le deuxième jour, l'engourdissement a commencé à se dissiper, remplacé par une colère lente et brûlante. C'était un sentiment inhabituel. J'avais passé toute ma vie à réprimer la colère, à l'avaler comme une pilule amère. Mais maintenant, elle mijotait, remontant à la surface. Ce n'était pas une rage chaude et explosive. Elle était froide, claire et vive. C'était la colère de la prise de conscience. La troisième nuit, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté assis dans le noir de mon salon, la lueur de l'écran de mon ordinateur portable illuminant mon visage. Sur une impulsion, j'ai ouvert mon portail bancaire en ligne. J'avais toujours évité de regarder de trop près, craignant ce que je pourrais trouver. Mes contributions au fonds Ethan étaient quelque chose que je faisais rapidement. Une transaction du genre arracher le pansement. Mais maintenant, je voulais le voir. J'avais besoin de le voir. J'ai ouvert mon historique de transactions, j'ai défini la plage de dates sur les 2 dernières années et j'ai tapé « Ethan » dans la barre de recherche. L'écran s'est rempli d'une liste de virements. 5 000 $, 7 000 $, 2500 $, 10 000 $, 1000 $. La liste continuait. De petites sommes, de grandes sommes, des virements intitulés « Prêts professionnels »,« Aide »,« Investissement »,« Frères ». Chacun était une petite coupure, une coupure de papier que j'avais ignorée. Mais maintenant, en les voyant tous ensemble, j'ai réalisé que je ne souffrais pas de coupure de papier. J'étais en train de me vider de mon sang. J'ai ouvert un tableur, mes doigts se déplaçant méthodiquement, cliniquement. J'ai entré chaque date, chaque montant. J'ai regardé le total au bas de l'écran grimper au-delà de 20 000 $, puis 30, se rapprochant de 40 000 $. Le chiffre final me fixait depuis l'écran, brut et impitoyable. 48 500 $. En 2 ans, j'avais donné à mon frère près de 50 000 $.
Le montant que j'avais minutieusement économisé pour un acompte sur une maison, la fondation de mon propre avenir, remis pour financer sa série d'échecs, tout en étant traité comme un étranger. Je me suis adossé à ma chaise, la colère se solidifiant en quelque chose de nouveau. La résolution. L'écran devant moi n'était pas seulement une liste de transactions. C'était une chronique de ma propre folie. C'était un reçu détaillé du manque de respect de ma famille. Il n'y aurait plus de virements, plus d'appels tardifs, plus de voyages de culpabilité. La banque de Nolan était officiellement, définitivement fermée. J'avais les chiffres. J'avais la preuve. Et j'ai soudain réalisé que ce tableur n'était pas seulement un enregistrement du passé. C'était des munitions pour l'avenir. Je ne savais pas comment ni quand je l'utiliserais, mais j'ai sauvegardé le fichier sur mon bureau, en le nommant « le reçu ». À ce moment-là, je pensais encore que le pire n'était que l'argent que j'avais perdu. Je n'avais pas encore réalisé la véritable profondeur de leur trahison. Cette leçon était encore à venir. Le 4e jour est arrivé. Le calme avant la tempête. J'avais mis en sourdine les numéros de ma famille, donc le silence de mon côté était un bonheur. Je me suis réveillé, je suis allé courir, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un sentiment de contrôle sur ma propre vie. Je traçais une ligne dans le sable. Je ne réalisais tout simplement pas à quelle vitesse ils allaient essayer de la franchir. C'est arrivé vers 15 heures. J'étais à mon bureau au travail quand mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Mon cœur s'est serré. Je savais qui c'était. Numéro inconnu. Nolan, c'est Ethan. Réponds au téléphone. C'est une urgence. J'ai fixé le message, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Il y a un an, il y a une semaine, ces mots auraient provoqué une vague de panique en moi. J'aurais tout laissé tomber et l'aurais rappelé immédiatement. Maintenant, je ne ressentais rien d'autre qu'une froide lassitude. J'ai répondu par un seul mot. Moi? Non. Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner. Le même numéro inconnu. Je l'ai laissé aller au répondeur. Une seconde plus tard, un autre texto est arrivé. Ethan, ne sois pas un enfant. Je ne plaisante pas. Le paiement a échoué. Un gros. Celui pour le prêt professionnel. J'ai besoin que tu envoies l'argent maintenant. Alors voilà, l'urgence. Pas un accident de voiture, pas un problème de santé, juste un autre incendie financier qu'il s'attendait à ce que j'éteigne. Il n'a même pas pris la peine de faire du charme cette fois, juste une demande. L'arrogance pure de la chose était à couper le souffle. Pendant 4 jours, il n'avait pas envoyé un seul texto pour s'excuser, pour voir si j'allais bien. Mais à la seconde où son argent était en jeu, j'étais la première personne à laquelle il pensait. J'ai pensé au rire. J'ai pensé au mot « tu ne fais pas partie de la famille ». Et j'ai tapé la phrase la plus satisfaisante de toute ma vie. Moi? Les gens qui ne font pas partie de la famille n'obtiennent pas de financement. J'ai ensuite bloqué le numéro. Une vague de libération m'a envahi. C'était terrifiant et exaltant à la fois. Pendant 32 ans, j'avais été lié à leurs besoins, à leurs drames. D'un seul texto, j'avais coupé le cordon. La paix a duré environ 15 minutes. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était mon père. Il ne m'avait pas envoyé de texto depuis des mois. Papa. Nathaniel. Appelle-moi immédiatement. Ton frère a des ennuis. Il n'utilisait mon nom complet que lorsqu'il essayait d'affirmer son autorité parentale. C'était un jeu de pouvoir et ça avait toujours fonctionné. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai ignoré. Puis est venu le message vocal. Sa voix était un grognement bas, teinté d'une colère qu'il n'essayait même pas de cacher. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mon fils. Mais ça s'arrête maintenant. L'entreprise de ton frère est en jeu parce qu'un paiement de prêt que tu étais censé couvrir n'est pas passé. Tu vas réparer ça. Tu vas l'appeler. Tu vas t'excuser pour ta petite crise de colère et tu vas lui envoyer l'argent dont il a besoin. Tu me comprends? Il a raccroché. Il n'y avait pas de « comment vas-tu » Pas de « parlons de ce qui s'est passé ». Juste un commandement, un ordre. Il n'était pas mon père à ce moment-là. Il était l'exécuteur d'Ethan. Il confirmait ce que je savais déjà. À leurs yeux, mon seul but était de servir les besoins d'Ethan. Je suis resté assis là, fixant mon téléphone.
Les murs que j'avais construits au cours des 4 derniers jours tenaient bon. Je sentais leur désespoir s'écraser contre mon silence. Et pour la première fois, j'ai réalisé que c'était moi qui avais tout le pouvoir. Ils avaient fait leur choix à la table du dîner. Maintenant, ils allaient devoir vivre avec. J'ai mis mon téléphone en silencieux, je suis retourné à mon ordinateur et je me suis remis au travail. Un petit sourire sinistre sur le visage. La tempête était arrivée, qu'il pleuve. Les jours suivants ont été un siège. Mes parents sont venus à mon appartement et ont frappé à la porte pendant 20 bonnes minutes. Je les ai observés par le Judas, leur visage déformé par la colère, jusqu'à ce qu'ils abandonnent finalement et partent. Le lendemain, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, il y avait $400 en espèces et un mot de mon père. C'est un début. Envoie le reste. La condescendance était si profonde qu'elle en était presque comique. J'ai jeté l'enveloppe à la poubelle. Je commençais à sentir que je pouvais surmonter cela. J'avais le dessus moral, les dossiers financiers et un nouveau sentiment d'estime de soi. J'avais tort. Le vrai combat n'avait même pas encore commencé. J'étais sur le point de découvrir que ma famille n'était pas seulement manipulatrice et égoïste. C'étaient des criminels. L'appel est arrivé un mardi après-midi. L'identification de l'appelant affichait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais c'était celui d'un cabinet d'avocats, Greenlight Legal. J'ai pensé que c'était juste un autre collecteur de dettes qui appelait pour Ethan, et j'ai failli l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. « Allô, c'est Nolan ?» ai-je répondu. « Monsieur Nolan, je m'appelle Monsieur Davis. J'appelle de Greenlight Legal au nom de notre client, Sterling Capital. » La voix à l'autre bout du fil semblait professionnelle, détachée. « J'appelle pour faire le suivi du prêt professionnel de Monsieur Ethan, notre nom de famille. Nous affichons un paiement manqué et nous espérons résoudre le problème avant d'engager une procédure de défaut. Je pense que vous vous êtes trompé de personne, ai-je dit calmement. Ethan est mon frère, mais je n'ai rien à voir avec ces prêts professionnels. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, le doux bruissement de papier. Monsieur, nos dossiers indiquent que vous êtes le co-emprunteur principal d'un prêt de $10 000 contracté il y a 6 mois. Votre signature figure sur tous les documents officiels. Le monde s'est arrêté. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Je suis désolé, ai-je balbutié, mon cœur commençant à battre la chamade contre mes côtes. C'est impossible. Je n'ai jamais co-signé de prêt professionnel pour mon frère. Eh bien, monsieur, a dit Monsieur Davis, sa voix toujours exaspérément calme. Je regarde les documents en ce moment. Il y a votre nom, votre numéro de sécurité sociale et ce qui semble être votre signature, ici même sur la ligne pointillée. Les documents ont tous été légalement notariés. $10 000. Seul. Ma signature. Notarié. Les mots résonnaient dans mon cerveau, refusant de faire sens. J'avais envoyé de l'argent à Ethan. Oui, beaucoup. Mais je n'avais jamais, pas une seule fois, apposé ma signature sur un document juridique me liant à son entreprise en faillite. Ce n'était plus seulement lui qui prenait mon argent. C'était de la fraude. C'était un crime. Je dois vous rappeler, ai-je réussi à dire, ma voix un murmure rauque. J'ai raccroché le téléphone, la main tremblante. J'ai titubé jusqu'à la chaise de mon bureau et je m'y suis effondré. C'est pour ça qu'ils étaient si désespérés. C'est pour ça que mon père était si furieux. Il ne s'agissait pas seulement du paiement que je ne faisais plus. Il s'agissait d'un prêt dont je ne connaissais même pas l'existence. Ils ne m'avaient pas seulement utilisé. Ils m'avaient volé. Ils avaient volé mon nom, mon identité, et l'avaient utilisé pour satisfaire leurs propres besoins égoïstes. La colère froide que j'avais nourrie pendant une semaine a éclaté en un enfer blanc et brûlant. Le jeu avait changé. Ce n'était plus un différend familial qui pouvait être résolu par le silence. C'était une bataille juridique et on venait de me traîner sur le terrain. Et je serais damné si j'allais perdre. Mon premier appel a été pour Chloé. J'ai expliqué la situation, ma voix tremblant d'un mélange de rage et d'incrédulité. Ils ont fait quoi? A-t-elle crié dans le téléphone, sa voix si forte que j'ai dû éloigner le récepteur de mon oreille. Oh, non, mais non. Nolan, ce n'est pas un exercice. C'est un vol d'identité. C'est un crime. Tu as besoin d'un avocat. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui.
Elle avait raison. Ma colère était un feu de forêt. Mais je savais que je ne pouvais pas le combattre avec des émotions seules. J'avais besoin d'un professionnel. J'avais besoin d'une arme. Chloé, toujours aussi débrouillarde, m'a donné un nom, Madame Albright. C'est un requin, avait dit Chloé. Et ta famille, c'est de la chair à canon. Le lendemain, j'étais assis dans le bureau impeccable et minimaliste de Madame Albright. C'était tout en verre et en chrome, d'une propreté intimidante. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, aux yeux vifs, à l'intelligence encore plus vive, et à la poignée de main capable de broyer des diamants. Elle a écouté toute mon histoire sans m'interrompre, son expression indéchiffrable. Je lui ai remis une copie du tableur, le reçu, et je lui ai parlé de l'appel de Greenlight Legal. Quand j'ai terminé, elle s'est adossée à sa chaise en cuir au dossier et a joint ses doigts. Monsieur, notre nom de famille, a-t-elle commencé, sa voix calme et précise. Ce que vous avez ici est un cas d'école d'abus financier aboutissant à une fraude criminelle. Votre frère et potentiellement votre père, s'il était impliqué, ont commis un crime grave. Notre première étape est de vous sortir de ce prêt frauduleux. Notre deuxième est de décider jusqu'où vous voulez aller. Que voulez-vous dire? Ai-je demandé. Nous pouvons faire annuler le prêt. Nous pouvons prouver que ce n'était pas votre signature. Cela déclenchera probablement une enquête pour fraude de la part du prêteur et éventuellement des forces de l'ordre. Les actifs de votre frère pourraient être gelés. Il pourrait y avoir des accusations criminelles. Cela va devenir très compliqué pour eux très rapidement. J'ai besoin que vous soyez préparés à cela. Étais-je préparé? Étais-je préparé à potentiellement envoyer mon propre frère en prison? À ruiner mon père? Il y a un mois, la pensée aurait été horrifiante. Mais assis là, le souvenir de leur rire résonnant dans mes oreilles, la trahison de la signature falsifiée brûlant dans mes entrailles, la réponse était étonnamment claire. Ils ont fait leur choix, ai-je dit, la voix stable. Ils pensaient que je me coucherais et que j'accepterais, comme je le fais toujours. Ils avaient tort. Faites tout ce que vous avez à faire. Un sourire fin, presque imperceptible, a touché les lèvres de Madame Albright. Excellent, a-t-elle dit en tirant un bloc-notes vers elle. Mettons-nous au travail. D'abord, je veux que vous me transfériez chaque texto, chaque email, chaque message vocal que vous avez d'eux. Nous allons construire un mur de preuves si haut qu'ils ne pourront jamais l'escalader. Je suis sorti de ce bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le fardeau n'était plus seulement à moi de porter. J'avais une alliée, un requin. Et pour la première fois, j'ai ressenti une lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. De l'espoir. Non pas l'espoir naïf que ma famille changerait, mais l'espoir froid et dur de la justice. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de paperasse juridique et de silence tendu. Madame Albright a envoyé une lettre de mise en demeure à Ethan et à mon père, ainsi qu'une contestation formelle du prêt à Sterling Capital. Le barrage constant de textos et d'appels de ma famille s'est brusquement arrêté, remplacé par un silence inquiétant et déconcertant. Je savais qu'ils complotaient, qu'ils se regroupaient. L'incertitude me rongeait. Un vendredi particulièrement mauvais, me sentant submergé par le poids de tout cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé 2 heures vers le nord, loin de la ville, dans les collines où vivait ma grand-mère June. Ma grand-mère est une force de la nature, une femme qui a grandi pendant la dépression, a élevé 4 enfants principalement seule, et qui jardine et fait encore son propre pain à 85 ans. Elle est la seule personne de ma famille qui m'a toujours vu, vraiment vu. Je l'ai trouvée sur son porche, se balançant dans son fauteuil, un patchwork à moitié terminé sur ses genoux. Elle a levé les yeux alors que je montais les marches, ses yeux bleus vifs se plissant au coin. « Je savais que tu viendrais », a-t-elle dit, sans paraître surprise du tout. J'ai ressenti une perturbation dans la force. J'ai ri, la tension dans mes épaules s'apaisant pour la première fois de la semaine. Je me suis assis sur les marches à ses pieds et je lui ai tout raconté, le dîner, l'argent, la signature falsifiée, l'avocate. J'ai déposé toute la laideur à ses pieds, m'attendant à du choc ou de l'indignation. Au lieu de cela, elle a simplement écouté. Ses mains n'ont jamais cessé leur travail d'aiguille régulier. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse longtemps. Les seuls sons étaient le doux craquement de son fauteuil à basculer le chant des grillons dans les hautes herbes. Tu sais, a-t-elle finalement dit, les yeux fixés sur l'horizon. Ton grand-père, que Dieu ait son âme, il élevait des poulets,
et il y en avait toujours un dans le troupeau que les autres picoraient. Sans bonne raison. Ce n'était pas le plus petit ni le plus faible. Ils avaient juste décidé que c'était celui-là. Et il picorait, picorait et picorait. Elle a fait une pause, me regardant. Il a tout essayé. Il les séparait. Il mettait de la pommade sur les blessures de la pauvre bête. Mais dès qu'il le remettait, le picorage recommençait. Jusqu'à ce qu'un jour, un vieux fermier lui dise quoi faire. Il a dit, il faut soulever ce poulet. Mets-le sur un perchoir plus haut que tous les autres. Laisse-les le voir sous un autre angle. Elle a posé son patchwork et s'est penchée en avant, sa main reposant sur mon épaule, son contact était chaud et stable. Ils te prendront toujours pour acquis si tu restes par terre avec eux, Nolan. Ils te verront toujours comme celui qu'on peut picorer. Tu dois te lever. Tu dois te hisser si haut qu'ils devront se tordre le cou pour te voir. Et tu sais ce qu'ils feront alors? A-t-elle demandé, une lueur de connaissance dans les yeux. Ils te diront que tu es grand comme si c'était une insulte. Et c'est là que tu sauras que tu as gagné. Les larmes me sont montées aux yeux, non pas de tristesse, mais de gratitude. Elle ne m'avait pas donné de solution. Elle m'avait donné quelque chose de mieux. La permission. La permission de me défendre. La permission d'être grand. Je l'ai serré dans mes bras, enfouissant mon visage dans son parfum familier et réconfortant de lavande et de cannelle. Le chemin à parcourir était encore terrifiant, mais pour la première fois, je savais que je marchais dans la bonne direction. Les lettres de Madame Albright ont eu l'effet escompté. Le silence de ma famille était le son de la panique. Sterling Capital, le prêteur, a lancé une enquête interne pour fraude, gelant tous les fonds liés au prêt. Cela, j'ai appris plus tard, a eu un effet domino catastrophique sur l'entreprise déjà précaire d'Ethan. Environ une semaine après ma visite à ma grand-mère, j'ai reçu un email. C'était de ma mère. C'était un chef-d'œuvre de passivité, agressivité et de manipulation émotionnelle. Sujet, ta famille. Nolan. Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais tes actions déchirent cette famille. Ton père est anéanti et le rêve de ton frère se transforme en cauchemar à cause de ces horribles choses que tu racontes aux gens. Ce n'est pas toi. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. Ne pouvons-nous pas nous asseoir et en parler avant que tu ne fasses quelque chose que tu regretteras pour toujours? Avec amour, maman. Je l'ai transféré à Madame Albright sans commentaire. Sa réponse a été presque instantanée. C'est parfait. C'est un aveu de culpabilité enveloppé dans un appel à la sympathie. Elle sait qu'ils sont pris. Donnons-leur la réunion qu'ils veulent. Mon bureau, vendredi, 10h. J'enverrai l'invitation officielle. C'était un piège et je savais qu'ils y tomberaient tout droit. Ils étaient trop confiants. Ils croyaient toujours que c'était une affaire de famille, un simple malentendu qu'ils pouvaient m'intimider et me culpabiliser pour le résoudre. Ils pensaient qu'ils venaient pour une négociation. Ils n'avaient aucune idée qu'ils entraient dans une exécution légale. Ce vendredi matin, l'air dans la salle de conférence de Madame Albright était épais de tension. J'étais assis d'un côté de la longue table en acajou poli, Madame Albright à côté de moi, une pile de dossiers bien rangés devant elle. Je portais un costume, un choix délibéré. Je voulais avoir l'air de vouloir des affaires. Mes propres affaires. Ils sont arrivés exactement à 10h. Mon père, Richard, est entré le premier, son visage un masque de désapprobation sévère, essayant de projeter une autorité qu'il n'avait plus. Ethan a suivi, tentant une démarche fanfaronne qui ne cachait pas tout à fait la peur dans ses yeux. Ma mère, Eleanor, suivait derrière eux, serrant son sac à main comme un radeau de sauvetage, le visage pâle et tiré. Ils ont pris les sièges en face de nous. Mon père s'est assis directement en face de moi, ses yeux me fixant. Très bien, Nolan, a-t-il commencé, en sautant les politesses. Nous sommes là. Tu as marqué ton point. Ça a assez duré. Tu dois rappeler ton avocate et arrêter ces bêtises. Avec tout le respect que je vous dois, M, notre nom de famille, a interjeté Madame Albright, sa voix aussi fraîche et lisse que la table en verre. Ce que vous appelez des bêtises. L'État de Californie appelle ça un crime de classe C. Nous sommes un peu au-delà d'une discussion familiale. Ethan a ricané. Oh, allez. C'est une signature sur un bout de papier. On allait le rembourser. Il est juste dramatique parce qu'il est en colère à propos d'une stupide blague. J'ai ressenti une vague de rage,
mais je me suis souvenu des mots de ma grand-mère. Reste sur le haut perchoir. Je suis resté silencieux, les regardant avec un calme que je ne ressentais pas, laissant mon avocate parler. Une stupide blague qui a exposé mon client à 10 000 $ de dette et a nui à son crédit, a dit Madame Albright, sa voix baissant d'un ton. Un bout de papier qui constitue une fraude électronique, une fraude postale et un vol d'identité. Elle a laissé les mots flotter dans l'air. Ma mère a tressailli. La mâchoire de mon père s'est crispée. Nous sommes prêts à vous offrir une occasion unique de résoudre ce problème, a poursuivi Madame Albright. Signez une confession complète, absolvant mon client de toute responsabilité pour ce prêt et toute autre implication financière. Acceptez un plan de remboursement pour les 48 500 $ que mon client vous a donné au cours des 2 dernières années, et vous ne contacterez plus jamais, en aucune circonstance, mon client. Mon père a frappé la table de sa main. C'est du chantage. Nous ne signerons rien. C'est votre fils, Eleanor. Parlez-lui. Ma mère m'a regardé, ses yeux suppliants. Nolan, chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça à ton frère, à ton père, à nous. C'était ça, le test final, le dernier voyage de culpabilité. J'ai regardé ma mère, la femme qui avait permis tout cela, qui avait choisi son fils préféré plutôt que son autre fils encore et encore. Je me suis penché en avant, mes yeux se fixant sur les siens. Vous n'êtes pas ma famille, ai-je dit, ma voix basse et stable. Vous l'avez très clairement indiqué. Vous êtes 3 personnes que je connaissais. Madame Albright, je crois que vous avez un autre document à leur montrer. Madame Albright a hoché la tête, une lueur d'acier dans les yeux. Elle a fouillé dans son dossier et en a sorti une seule feuille de papier, une copie de haute qualité d'un document. Elle l'a fait glisser sur la surface polie de la table. Elle s'est arrêtée directement devant mon père. Peut-être que vous reconnaîtrez ceci, a-t-elle dit. C'est une copie de la page de notarisation de l'accord de prêt. Mon père a baissé les yeux. Son expression de confusion s'est rapidement transformée en une horreur naissante. Ethan s'est penché pour regarder, sa bravade se fissurant enfin. Ma mère a juste fixé, les mains tremblantes. Le document était simple. C'était un bloc notarial standard avec un espace pour la signature et le sceau officiel. La signature sur le prêt était une contrefaçon claire, bien que maladroite, de la mienne. Mais ce n'était pas la partie qui comptait. Ce qui comptait, c'était la case en bas. La partie où le notaire public affirme que la personne qui signe le document a fourni une pièce d'identité adéquate et a signé en sa présence. Comme vous pouvez le voir, a dit Madame Albright, sa voix coupant le silence. La signature du co-emprunteur, Nolan, est sur la ligne du haut. Mais la partie la plus intéressante est la signature et le sceau du notaire public en bas. Celui qui a légalement certifié que mon client était physiquement présent et a signé ce document. Elle a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Elle a ensuite regardé directement mon père. La signature ressemble beaucoup à la vôtre, n'est-ce pas, monsieur Richard? Notre nom de famille? En fait, elle ressemble à la signature de votre permis de conduire. Et le sceau du notaire? Eh bien, une vérification rapide auprès du bureau du secrétaire d'État confirme qu'il est enregistré à votre nom. Vous êtes notaire depuis 10 ans, n'est-ce pas? Un petit service que vous offrez à votre cabinet comptable. Boum. La vérité a explosé au centre de la pièce, anéantissant tout sur son passage. Ce n'était pas seulement qu'Ethan avait falsifié ma signature. C'était que mon propre père avait été son complice. Il avait utilisé sa licence professionnelle, son autorité légale en tant qu'officier de l'État pour certifier un mensonge. Il avait sciemment, volontairement participé à un acte criminel contre son propre fils. L'homme qui était censé me protéger, qui était censé être ma boussole morale, avait tenu le stylo et a posé le sceau qui m'a trahi. La couleur a quitté le visage de mon père. On aurait dit qu'on lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Il a juste fixé le papier, la preuve de sa propre corruption. Ethan a regardé du papier à son père, son visage un mélange de panique et d'incrédulité. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Mais mes yeux étaient sur ma mère. Elle regardait mon père et dans son expression, je n'ai pas vu de choc, mais une lueur de quelque chose d'autre. Résignation, connaissance. Et à cet instant, une autre vérité, plus écœurante, m'a frappé. Elle savait. Elle avait su tout le temps. Peut-être qu'elle ne connaissait pas les détails,
mais elle savait que mon père avait aidé Ethan à obtenir le prêt. Elle savait que quelque chose n'allait pas et elle l'avait enterré, comme elle avait tout enterré, pour préserver la paix. Son appel à moi n'était pas pour sauver la famille. C'était pour se sauver des retombées. Sa trahison, à ce moment-là, semblait plus profonde que celle de n'importe qui d'autre. Elle était celle qui était censée être le cœur de la famille, la protectrice. Au lieu de cela, elle était la gardienne silencieuse de ses plus sombres secrets. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration saccadée de ma mère. Les trois étaient exposés, leur toile de mensonges déchirée en lambeaux. Il n'y avait plus nulle part où se cacher. Je n'ai ressenti aucun triomphe. Je n'ai pas ressenti la douce satisfaction de la vengeance que je pensais ressentir. J'ai juste ressenti un chagrin profond et sans fond. Un deuil pour la famille que je pensais avoir, la famille dans laquelle j'avais passé toute ma vie à essayer de gagner ma place, pour découvrir que c'était une imposture, pourrie jusqu'à la moelle. Je me suis levé. C'est fini, ai-je dit, la voix creuse. On a fini. Et je suis sorti de la pièce sans regarder en arrière. C'est à ce moment-là que tout a changé. Le moment où j'ai enfin, vraiment repris le contrôle de ma vie. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Juste pour que je sache que vous avez fait ce voyage avec moi. Non seulement cela aide plus de gens à trouver l'histoire, mais cela me permet de savoir que mes expériences ont résonné avec quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Les suites de cette réunion ont été rapides et brutales. Madame Albright, fidèle à sa parole, leur avait présenté deux options en mon absence. Signer la confession et l'accord de remboursement, où elle remettrait tout son dossier, y compris les preuves de fraude notariale, au bureau du procureur. Ils ont signé. Mais signer les papiers n'a pas arrêté l'hémorragie. Cela n'a fait que cautériser une blessure pendant que d'autres saignaient. Sterling Capital, armé d'une confession de fraude signée, a immédiatement annulé le prêt et a exigé le remboursement intégral du solde, dû dans les 30 jours. Ils ont également déposé une plainte officielle contre mon père auprès du Conseil de licence des notaires de l'État. Les conséquences se sont abattues sur leur vie avec la force destructrice d'un tsunami. L'entreprise d'Ethan, qui avait été construite sur une fondation de mon argent et de prêts frauduleux, s'est effondrée presque du jour au lendemain. Sa principale ligne de crédit ayant disparu et l'enquête du prêteur gelant ses comptes, il n'a pas pu payer les salaires. Ses employés clés ont démissionné. Son partenaire commercial, Mark, qui avait apparemment investi son propre argent dans l'entreprise, a menacé de le poursuivre en justice lorsqu'il a découvert l'étendue des tromperies d'Ethan. En 6 semaines, l'application, révolutionnaire, n'était plus qu'un lien mort sur Internet. Pour mon père, les retombées ont été plus silencieuses, mais peut-être encore plus dévastatrices. Il a reçu un avis officiel indiquant que sa commission de notaire était en cours d'examen. Sa réputation de comptable méticuleux et digne de confiance, une réputation qu'il avait mis 40 ans à construire, a été brisée. La nouvelle se propage vite dans les petits cercles professionnels. Les clients ont commencé à poser des questions. Il a été contraint à une retraite anticipée, non pas avec une fête et une montre en or, mais avec un nuage de honte et de suspicion planant au-dessus de sa tête. Son crédit, qui avait été lié au prêt professionnel d'Ethan de manière que je ne comprends toujours pas complètement, a été détruit. Ils ont dû vendre la maison familiale où j'ai grandi et déménager dans un petit condominium. J'ai regardé tout cela de loin. Je n'ai pas interféré. Je ne me suis pas réjoui. J'ai juste observé. On aurait dit une démolition contrôlée. Les structures de leur vie, construites sur des mensonges et de l'arrogance, s'effondraient finalement sous leur propre poids. J'avais simplement retiré le seul pilier moi qui soutenait le tout. Chloé m'a demandé si je me sentais coupable. J'y ai réfléchi longtemps. Non, ai-je finalement répondu. Je ne le fais pas. Je suis triste. Je suis triste que ça ait dû en arriver là, mais je ne me sens pas coupable. La culpabilité est pour les gens qui ont fait quelque chose de mal. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de les laisser me faire du mal. Et c'était la vérité. Pour la première fois, je vivais sans le poids de leurs attentes, de leurs déceptions et de leurs exigences. J'étais libre. Mais il restait un dernier point à régler. Une dernière conversation à avoir. L'appel est arrivé environ un mois après la réunion. C'était de ma mère.
J'avais débloqué son numéro, non pas parce que je voulais parler, mais parce que je sentais que je ne devrais pas avoir peur de mon propre téléphone. Je l'ai laissé sonner 3 fois, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Allô. Nolan. Sa voix était petite, hésitante, une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Le ton habituel de commandement et de manipulation subtile avait disparu, remplacé par quelque chose de cassant, de fragile. C'est moi, a-t-elle dit. On peut parler 1 minute? J'écoute, ai-je dit, ma voix neutre. Il y a eu une longue pause, puis j'ai entendu un son qui m'a choqué. Un sanglot. Un sanglot rauque et déchirant. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté, les mots étouffés par les larmes. Oh, Nolan, je suis tellement désolé pour tout. De ne pas t'avoir protégé, de les avoir laissés. De les avoir laissés t'utiliser comme ça. Je suis resté là et j'ai regardé ça arriver. Pendant des années, j'ai été une lâche. J'avais si peur de la colère de ton père, si prise dans les rêves d'Ethan que je n'ai pas vu ce que ça te faisait. Je suis tellement désolé. C'étaient les excuses que j'avais aspiré à entendre toute ma vie. Et maintenant qu'elles étaient là, elles semblaient décevantes. C'était comme recevoir un imperméable après avoir déjà été trempé jusqu'aux os dans un ouragan. C'était trop peu, beaucoup trop tard. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, maman, ai-je demandé, ma voix plus douce que je ne l'avais prévu. Parce que j'ai tout perdu, a-t-elle dit, la voix brisée. La maison est partie. Ton père, il est comme un fantôme. Il ne parle pas, Ethan ne répond même pas à mes appels. Je suis toute seule. Et tout ce à quoi je peux penser, c'est ce dîner. La façon dont nous avons tous ri. C'était monstrueux. Nous étions des monstres. Et toi, tu es juste parti. Nous sommes restés silencieux un moment. Je pouvais l'entendre pleurer doucement à l'autre bout du fil. La réunion de famille est le mois prochain, a-t-elle dit, la voix pleine d'espoir. Ce qu'il en reste, en tout cas. Viendras-tu? Peut-être qu'on pourra commencer à arranger ça. Et c'était ça, le test final. L'invitation à revenir dans le giron. La chance de revenir à la façon dont les choses étaient, de prétendre que la pourriture n'était pas là. Mais je ne pouvais pas. J'avais vu la vérité. Je m'étais tenu sur le perchoir le plus haut, et je ne pouvais pas me résoudre à redescendre au sol pour me faire picorer à nouveau. Non, maman, ai-je dit doucement, mais fermement. Je ne serai pas là. J'apprécie les excuses. Vraiment. Et peut-être qu'un jour les choses pourront être différentes. Mais je peux te pardonner d'ici. J'ai terminé l'appel. Un sentiment de finalité tranquille m'envahit. Le pardon n'avait pas à signifier la réconciliation. La paix n'avait pas à signifier la réunion. Je pouvais laisser partir la colère sans les laisser revenir dans ma vie. J'avais enfin cessé de saigner pour des gens qui n'avaient même jamais remarqué mes blessures. Les 6 mois suivants ont été comme se réveiller d'un long rêve fiévreux sans le drainage constant du drame et des besoins financiers de ma famille. Ma vie a commencé à s'épanouir d'une manière que je n'avais jamais imaginée. C'était comme si j'avais conduit avec le frein à main serré pendant 30 ans et que je l'avais enfin relâché. Au travail, ma concentration et ma créativité ont explosé. Le projet que je dirigeais, celui qui m'avait causé tant de stress auparavant, s'est transformé en un succès massif. Nous avons lancé une nouvelle fonctionnalité qui a dépassé toutes les projections. Et mon patron, Monsieur Sterling, l'a remarqué. Il m'a appelé dans son bureau un après-midi, un endroit où je n'entrais habituellement qu'avec un sentiment d'appréhension. Nolan, a-t-il dit en me faisant signe de m'asseoir. Votre travail sur le projet Phoenix a été exemplaire. Vraiment. J'ai vu un changement en vous ces derniers mois. Vous êtes plus confiant, plus décisif. Nous restructurons le département d'ingénierie, et je veux que vous dirigiez la nouvelle division des projets spéciaux. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de titres significative et, plus important encore, d'une augmentation de salaire qui était presque le double de ce que je gagnais. Pour la première fois, mon avenir financier ne semblait pas seulement stable, mais abondant. J'ai pris une partie de l'argent que j'avais économisé, l'argent que j'avais lutté pour protéger, et j'ai versé un acompte sur un condominium à moi. Pas un grand, mais c'était à moi. C'était dans un quartier animé de la ville, avec un petit balcon qui recevait le soleil du matin. Le décoré est devenu mon nouveau projet. J'ai choisi les couleurs de peinture,
j'ai assemblé les meubles moi-même et j'ai accroché au mur des œuvres d'art que j'aimais. Chloé est passée un samedi avec un cadeau de pendaison de crémaillère, une fougère ridiculement surdimensionnée, et a regardé autour du salon baigné de soleil. Waouh, a-t-elle dit, un sourire sincère sur le visage. Regarde-toi. Tu es heureux. Vraiment heureux. J'ai réalisé qu'elle avait raison. J'étais heureux. J'ai trouvé de la joie dans les choses simples, le calme de mon propre espace, cuisiner un repas sans que ce soit une offrande stratégique, faire des projets pour mon avenir qui n'incluaient pas une ligne budgétaire pour l'urgence de quelqu'un d'autre. Je construisais une nouvelle vie, une nouvelle famille d'amis qui célébraient mes succès et me soutenaient sans arrière-pensée. Chloé, mes collègues de travail, le couple sympathique qui vivait à côté. Ils étaient ma communauté. Un soir, j'étais assis sur mon nouveau balcon, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré. C'était un message photo d'un cousin éloigné. C'était une photo de la réunion de famille. C'était un petit groupe de personnes à l'air triste rassemblées autour d'une table de pique-nique. Ethan n'était pas là. Mes parents étaient aux extrémités opposées de la table, ne se regardant pas. Le rire et la vitalité qui avaient autrefois défini ces rassemblements avaient disparu. J'ai regardé la photo et je n'ai ressenti ni colère, ni tristesse, ni même satisfaction. Je n'ai rien ressenti. C'était comme regarder la photographie d'étrangers. Il faisait partie de mon passé, un chapitre de mon histoire. Mais il n'était plus ma vie. Ma vie était ici, dans cet appartement, sur ce balcon, regardant un avenir qui était entièrement le mien. J'avais enfin trouvé ma maison, et cela n'avait rien à voir avec la maison où j'ai grandi. C'était la paix que j'avais construite en moi-même. Juste au moment où je pensais que l'histoire était bel et bien terminée, que tous les secrets avaient été déterrés, une dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Elle est venue sous la forme d'un email d'un nom que je ne m'attendais pas à revoir. Sarah, l'ex-petite amie d'Ethan. J'ai failli le supprimer, supposant que c'était une sorte de plaidoyer en sa faveur, mais quelque chose m'a fait l'ouvrir. Sujet, je suis désolé, Nolan. Tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, et je ne t'en voudrais pas. J'écris parce que je sens que je te dois des excuses. J'étais là ce soir-là au dîner, et j'ai ri. C'était nerveux, et j'étais mal à l'aise, mais je l'ai quand même fait. Et j'en ai tellement honte. J'étais tellement prise dans le monde d'Ethan que j'ai accepté des choses que je savais être mauvaises. Nous avons rompu il y a quelques mois. L'effondrement de l'entreprise a été la goutte d'eau. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que tu n'étais pas le seul à qui il mentait. Il avait maximisé mes cartes de crédit, promettant de me rembourser lorsque le premier investisseur arriverait. Il avait emprunté de l'argent à son partenaire commercial, Marc, sous de faux prétextes. Toute l'entreprise était un château de cartes depuis le début et il utilisait tout le monde autour de lui comme source de financement. La raison pour laquelle je te dis ça n'est pas pour lui trouver des excuses. Il n'y en a aucune. C'est parce que j'ai besoin que tu saches, pour ta propre tranquillité d'esprit, que cela n'a jamais été à propos de toi. Ce n'était pas quelque chose que tu as fait ou pas fait. Sa cruauté, son arrogance, c'est juste qui il est. Il a vu ta gentillesse et ta loyauté non pas comme des vertus mais comme des faiblesses à exploiter. Ça n'aurait jamais été assez. Aucune somme d'argent ou de soutien n'aurait jamais été suffisante. J'essaie de remettre ma propre vie sur les rails maintenant. C'est dur, mais je voulais te remercier. En te défendant, tu m'as involontairement sauvé de m'enfoncer encore plus avec lui. Tu m'as montré à quoi ressemble la force. J'espère que tu vas bien. Cordialement, Sarah. J'ai lu l'email 2 fois. C'était comme une clé tournant dans la dernière serrure d'une prison dont je ne savais même pas que j'étais encore prisonnier. Toute ma vie, une petite partie insidieuse de mon cerveau avait toujours chuchoté. Peut-être que si tu étais meilleur, plus intelligent, plus réussi, il t'aimerait plus. Peut-être que c'est de ta faute. L'email de Sarah a fait taire cette voix pour de bon. Ce n'était pas moi. Ça n'avait jamais été moi. Ma gentillesse n'était pas un défaut. C'était une force dont on avait profité. Ma volonté d'aider n'était pas de la bêtise. C'était un témoignage de mon caractère. Le problème n'était pas mon inadéquation. C'était leur cupidité insatiable et leur profond manque d'intégrité. C'était un dernier cadeau inattendu. La validation d'une source improbable dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Il a fermé le livre sur mon passé. Non pas avec un claquement, mais avec un clic doux et silencieux.
L'histoire de Nolan, le réparateur de la famille, était terminée. L'histoire de Nolan, l'homme qui a construit sa propre vie, ne faisait que commencer. Alors, me voilà, assis dans mon propre salon, dans ma propre maison, à vous raconter cette histoire. La fougère surdimensionnée que Chloé m'a offerte prospère dans le coin. Un témoignage de la façon dont les choses peuvent grandir lorsqu'elles sont dans le bon environnement. Est-ce qu'il me manque? Parfois, l'idée d'eux me manque. Le rêve d'une famille chaleureuse et aimante que j'ai porté dans ma tête pendant si longtemps me manque. Je pleure ce rêve, pas la réalité de ce que j'avais. La réalité était une cage dorée avec l'illusion de l'amour. Et je suis tellement reconnaissant d'en être libéré. De temps en temps, je pense aux mots de ma grand-mère. Lève-toi et ils te diront que tu es grand comme si c'était une insulte. Elle avait raison. Pour ma famille, ma nouvelle indépendance est une trahison. Mes limites sont une attaque. Ma paix est une insulte à leur chaos. Et ça me va. Être grand est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mon père a perdu sa licence de notaire de façon permanente. Lui et ma mère sont toujours ensemble, menant une vie calme et diminuée. J'entends par mon cousin qu'Ethan travaille dans un magasin de détail, remboursant ses dettes. Je ne leur en veux pas. Je les tiens juste à distance. Ce sont des personnages d'une vie passée. Une leçon que j'ai dû apprendre à la dure. La plus grande leçon est la suivante. Vous ne pouvez pas vous mettre le feu pour garder les autres au chaud. Pendant des années, j'ai brûlé. J'ai laissé mon avenir, mes économies, ma santé mentale partir en fumée juste pour alimenter leur confort et leurs rêves. Le moment où j'ai arrêté, le moment où j'ai choisi de me sauver, a été le moment où j'ai vraiment commencé à vivre. Ce voyage n'était pas une question de vengeance. C'était une question de sauvetage. Me sauver moi-même. Réaliser que ma valeur n'est pas déterminée par mon utilité pour les autres. Ma valeur est inhérente, tout comme la vôtre. Parfois, l'acte d'amour le plus puissant est l'amour que vous vous montrez lorsque vous décidez que vous n'êtes plus disposé à être les dommages collatéraux de la tempête de quelqu'un d'autre. Parfois, vous devez être votre propre héros. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû choisir entre votre propre bien-être et une dynamique familiale toxique? Je serais honoré que vous partagiez vos pensées ou votre propre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.